Merci de vous joindre à votre magazine socio-économique. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro. Pour ce numéro de votre magazine, nous allons nous entretenir avec Jean-Petit Mufungizi, qui est un chercheur et chef de travaux à l'Université de Kinshasa. Avec lui, nous allons parler de la problématique de l'impact socio-économique dû à l'état de siège décrété par le président de la République en province de l'Ituri et celle du Nord Kivu. Monsieur Jean Petit, bonjour et bienvenue dans Incono Facile. Bonjour madame et merci pour votre invitation. Que peut-on retenir de vous brièvement? De vous brièvement, je crois que vous m'aviez présenté. Je retiens tout simplement que je suis chercheur et enseignant à l'Université de Kinshasa et c'est tout ce qui intéresse cette émission. Monsieur Jean Petit, comme vous le savez certainement, l'état de siège a été décrété récemment par le président de la République en Ituri et au Nord Kivu pour faire face à l'insécurité qui élut domicile cette partie du pays. Économiquement parlant, sur le plan économique, que peut-on retenir ou soit quel serait l'impact de cet état de siège décrété dans ces deux provinces? Mais merci madame pour la question. D'entrée des jeux, je salue la décision du chef de l'État pour avoir décrété l'état de siège dans les deux provinces. Et je souligne que cet état de siège est une nécessité essentiellement pour toute la partie Est, c'est-à-dire le Grand Kivu, le Grand Katanga et l'ancienne province orientale, parce que tout atteste aujourd'hui que ces espaces-là s'apparentent à ce qu'on appelle espaces stratégiques ou militaires, parce qu'ils sont en proie à une sorte d'envahissement. Ils sont en proie à la recherche du contrôle et la domination. Et ceux-là qui savent un peu ce que ça signifie un espace stratégique ou militaire comprendraient pourquoi le chef de l'État a pris la bonne option de décréter l'état de siège dans les deux provinces. Mon souhait serait que cet état de siège s'étende sur les autres provinces de la partie Est de notre pays. Fondamentalement, en ce qui concerne l'économie de notre pays, les groupes et bandes armées ont élu domicile dans les parcs. Et les parcs ont été créés pour assurer essentiellement la protection des richesses générationnelles. Dans les parcs, vous retrouvez pratiquement toutes les ressources minières, celles pétrolières, ainsi de suite. Ça fait que facilement les bandes armées, les groupes armés ont imposé une guerre asymétrique à notre pays et ils s'emploient à exploiter de façon illicite nos ressources. Et les ressources ont un degré d'épuisement. À un certain moment, les ressources s'épuisent. Donc le pays est en droit de se défendre pour faire en sorte que les ressources qui sont jugées être générationnelles soient préservées, tant pour les pays que pour l'humanité tout entière et pour les générations à venir. Et donc cela veut dire que les nouvelles autorités qui viennent de prendre fonction nouvellement dans ces deux provinces viendront orienter cette fois-ci les revenus de leurs entités pour plus de bénéfices dans les régies financières de l'État qui autrefois étaient occupées par les groupes armés. Bien, les autorités militaires qui auront la charge de conduire les opérations et qui vont diriger les deux provinces, ils ne vont pas inventer la roue. Il y a aussi ce qu'on appelle la notion de la continuité de l'État. Ils vont poursuivre l'œuvre, mais il s'avère que les autorités civiles n'étaient plus à même de faire face à la belligérance que connaît notre pays. Et donc, il y a trois choses qui prévalent. Je crois que ce sont les premières décisions que les autorités militaires doivent prendre. C'est d'abord le contrôle des populations. La deuxième chose, c'est le contrôle des ressources. Et la troisième chose, il faudrait qu'on arrive à couper les sources d'approvisionnement à tous les groupes et bandes armées qui ont élu domicile dans les parcs. Parce que dans les parcs, ils y ont facilement tout. Tenez madame, par exemple dans les parcs de Virunga, avec rien que le charbonnage, ils arrivent à avoir approximativement 1 700 000 $ l'an. Donc qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire avec? Et c'est autant avec les animaux qui sont là, qu'ils abattent, autant avec les autres ressources, les minerais et tout. Donc il faut d'abord arriver à couper la source d'approvisionnement
assurer le contrôle des populations et le contrôle des ressources. Et cela n'impacterait pas le vécu quotidien de la population de ces deux provinces? Je présume que si déjà de façon illicite nos richesses s'étiolent, je crois que si on arrive déjà à les canaliser, à ne plus permettre à ce que tout le monde y ait accès, et en orientant ça de façon rationnelle, je crois que positivement la population en bénéficierait. Mais ici, c'est aussi une invite à la population pour qu'elle soutienne l'armée. Une armée n'existe que par sa population. L'état de siège qui a été décrété chez nous doit être une occasion pour la population de prendre à bras le corps les initiatives que prendront les dirigeants nouvellement nommés, de manière à ce que, en tout cas, on arrête un peu l'hémorragie. Plus de 2 décennies de guerre dans notre pays, ça en est quand même trop. Voilà, selon un rapport de l'ONU, ils ont eu à expliciter que ces dirigeants nouvellement nommés dans ces deux provinces, pour diriger ces deux provinces, sont vraiment cités dans quelques affaires illicites qu'ils ont eu à faire par le passé. Et cela ne pourra pas impacter, ou soit pensez-vous que cela ne va pas aggraver la situation de cette façon de faire au fait? Non, ça dépend. Je viens de lancer un appel à la population. C'est plutôt la population qui doit veiller comme une sentinelle. Et puis, autre temps, autres mœurs, les époques ont changé. Et les dirigeants militaires qui viennent d'être nommés n'ont pas les mains libres, aussi libres qu'ils peuvent l'imaginer. La population est là pour servir des garde-fous. Et puis tout le monde tient à l'œil, hein, ne vous en faites pas. Ce qui revient à dire qu'ils ont l'obligation de servir cette fois-ci. Ils ont l'obligation, quel que soit le contexte. Je suis de ceux qui pensent que cet état de siège était une nécessité absolue. Et ce n'est pas une première d'ailleurs dans notre pays. On a vu par le passé, l'état de siège décrété plus d'une fois. Et ça a apporté les fruits que ça a apporté. Et pour l'instant, les rapports, oui. Chacun prendrait ça dans le sens où il veut. Parce que c'est presque toute la population qui s'interroge par rapport à cette question. C'est une très bonne chose déjà que la population soit alerte. Si déjà la population s'interroge, ça signifie que la population est en train de veiller, elle est alerte. Et les dirigeants, militaires soient-ils, ne se permettront pas toujours de faire des choses à leur guise. J'imagine que nous tous là, nous nous donnons le luxe en tout cas de voir qu'est-ce qui va se faire, parce que c'est les résultats qui comptent. En fait, dans cet état de siège, je me dis, le premier effort à faire, c'est d'avoir des indicateurs, un peu comme des thèmes de référence pour savoir pour quel objectif et pour quelle finalité. C'est en fonction de ça que nous serons en train, au pas à pas, de juger ce qui est en train d'être fait et ce qui doit être nécessairement fait. La population doit rester éveillée et elle doit accompagner son armée parce que, je l'ai dit, je le souligne, l'armée tire sa force dans sa population. Et aujourd'hui, M. Jean Petit, que pensez-vous du budget que va utiliser ces autorités nouvellement nommées? Est-ce que ça sera la continuité de l'État, comme vous avez dit? Donc, ils vont utiliser le budget laissé par leurs prédécesseurs, ou cette fois-ci, le gouvernement va leur octroyer un nouveau budget pour relever ces défis? J'ai parlé ici des thèmes de référence. On doit identifier le problème. On doit savoir à quel genre d'ennemis on a à faire face. Quelles sont les contingences, quelles sont les contraintes sur le terrain. Donc tout ça doit être identifié et quantifié de manière à ce qu'on sache qu'est-ce qui doit être nécessairement fait. Les budgets de la province, c'est là, ce sont des budgets qui sont déjà votés. La continuité de l'État oblige, mais s'il y a des besoins supplémentaires, l'État congolais doit être capable d'assumer. Donc pour l'instant, j'imagine qu'il y a déjà un travail préliminaire qui a été fait pour savoir quels sont les besoins. C'est vrai que on a toujours parlé des ADF présumés. Il ne faudrait plus qu'on nous parle des ADF présumés. On doit savoir qui sont les ennemis de la République. Ils ne doivent pas toujours être présumés sans qu'on les identifie. On doit les identifier, on doit identifier les moyens dont ils font usage. J'ai parlé de contrôle des populations et de contrôle des ressources parce que la population a quand même été avec ces gens-là. Je donne un cas, toujours au Nord Kivu. À chaque fois qu'il y a une campagne de récolte de cacao, c'est alors qu'il y a des tueries qui se répandent. Les groupes armés qui sont installés là-bas se confondent à la population, ils favorisent à ce que ils accompagnent la population dans la culture du cacao, mais à chaque fois qu'il faut récolter, ils propagent des tueries pour répandre la terreur. Les populations fuient et désertent les villages et ça favorise à ce qu'ils récoltent eux-mêmes et ils aillent vendre eux-mêmes.
Je ne savais pas d'ailleurs, il n'y a pas plus d'une année ou 2 ans peut-être, je ne savais pas que notre pays produisait du très bon cacao. Ce qui explique d'ailleurs qu'il y a une usine de chocolaterie qui a été installée au Nord Kivu par les parcs de Virunga, mais qui n'est pas assez connue suite à toutes ces exactions-là. Mais je crois que pour le moment, franchement, il y a un effort à faire de manière à ce que les budgets soient conséquents et qu'ils soient capables de répondre aux besoins actuels et que l'ennemi soit réellement identifié pour que la population sache qu'est-ce qu'elle est en train d'accompagner. Et ce budget aidera justement pour les achats des objets de militaires afin de défendre le territoire congolais, où la population congolaise aura aussi son bénéfice. Je ne réponds pas aux questions liées à l'implication militaire. Les militaires savent comment ils se gèrent. C'est des questions typiquement stratégiques et sécuritaires. Je veux abonder tout simplement dans les questions économiques, l'impact socio-économique, pour dire l'état de siège est une aubaine pour nous en matière économique, parce que si toutes ces matières premières qui quittent de façon illicite les pays, on peut ne serait-ce qu'arriver à contrôler la fluidité de nos frontières, voir qui entre, qui sort, qu'est-ce qui entre, qu'est-ce qui sort. Je crois que ce sera déjà un gros bénéfice, non seulement pour les deux provinces, mais pour le pays tout entier. Donc, en quoi est-ce que l'état de siège décrété par le chef de l'État peut aider à augmenter les recettes de l'État, autrefois gérées ou soit pillées par les groupes armés? Madame, vous savez par où notre pays a péché dans les 2 décennies passées? Nous n'avons pas compris ce que signifiait en relations internationales les enjeux du transfert du commerce international. Désormais, le commerce international ne se pratique plus sur l'océan Indien, sur l'océan Atlantique plutôt. Il se pratique suffisamment sur l'océan Indien avec l'émergence des puissances asiatiques qui sont nées. Vous avez la Chine, vous avez autant d'autres pays asiatiques qui ont pris de l'ascension et qui ont pris de la puissance. Et donc, d'emblée déjà, nous devions savoir que nous sommes en même temps un point d'accès aux ressources, mais malheureusement, les pays qui nous entourent sont un point d'accès en termes d'écoulement. Voilà, chef de travaux, quel doit être le rôle, parce que vous avez parlé de l'accompagnement de la population incessamment. Quel rôle doit jouer la population pour accompagner la réussite de cet état de siège? Je vous dis, une armée existe par sa population. D'abord, les autorités militaires qui seront là, ils doivent savoir, à l'exemple de certains pays que je ne vais pas citer ici, qui sont nos pays voisins, où à chaque 10 parcelles, il y a un chef qui sait qui sort, qui entre, quelles sont les populations qu'on gère. Donc on doit contrôler les mouvements de population, on doit contrôler les ressources, ça c'est très clair. La deuxième chose, la population doit être mise à contribution et doit être mise en confiance. On n'a pas une armée pour la mettre en porte-à-faux vis-à-vis de sa population. Une armée, c'est la confiance qu'elle tire de sa population parce qu'elle existe pour sa population. Je crois que c'est des éléments essentiels dont on a besoin en cette étape de notre pays pour que, en tout cas, nous ne vivions plus la remise en cause, que ce soit une rémission, que ce soit une éradication comme on le voudrait, qu'elle en soit réellement une. Nous chutons petit à petit. Qu'est-ce qui peut arriver cette fois-ci si cet état de siège proclamé par le chef de l'État ne puisse pas produire les résultats escomptés? Madame, pourquoi vous voulez que ça ne puisse toujours pas produire? Nous parlons de l'impact négatif et positif. Nous avons parlé du côté positif, mais on doit aussi voir du côté négatif si jamais ça ne réussissait pas. Oui, j'ai dit il faut qu'on arrive à identifier l'ennemi ou les éventuels ennemis. Parce que nous avons toujours entendu à travers les médias les présumés. Pourquoi devons-nous toujours les qualifier de présumés pendant que nos populations sont en train d'être décimées? Il faut qu'on arrive à les identifier et à les neutraliser. Une armée étatique, une armée républicaine a son fondement et on doit doter des moyens conséquents par rapport au bien fondé de l'état de siège, sinon on ne sait pas ce qu'on veut. Et si jamais ça ne réussissait pas? Là, vous avez... C'est ça que vous parlez au conditionnel. Oui, si jamais ça... Je me limite à parler au conditionnel aussi. Et puis je ne donne pas un chèque en blanc à l'armée, non plus aux décideurs. J'ai dit chacun doit jouer son rôle. Ok. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Monsieur Jean Petit, votre mot de la fin?
Au mot de la fin, madame, je souhaite que nous tous nous comprenions les biens fondés de cet état de siège. Je viens de le dire, chacun doit jouer son rôle. Les militaires qui seront responsabilisés. En un temps record, ils doivent nous produire les résultats. C'est les projets basés sur les résultats. Nous, on a besoin de résultats. On n'a pas besoin de papillonner pour savoir c'est toujours ici, c'est toujours là. Non, non, nous avons besoin de résultats. La population a exprimé son ras-le-bol. Au bout de 20 ans de guerre, je crois que chacun doit tirer les conséquences que l'on a vécues pendant tous ces temps. Je vous remercie pour votre invitation. Je crois que c'est la première, mais ça ne sera pas la dernière. Prenons que ce soit le cas. Et je l'espère aussi. Je souhaite que les efforts qui ont été faits pour que l'état de siège soit mis en place donnent des fruits qui profiteraient à la population. C'est le souhait de tout un chacun, tout compatriote comme vous et moi. Merci une fois de plus d'avoir répondu favorablement à cette invitation. Je vous remercie, madame. Ainsi s'achève ce numéro de votre magazine, mesdames et messieurs. Je rappelle que j'ai reçu sur ces plateaux les chefs des travaux et chercheurs de l'Université de Kinshasa, Jean-Petit Mufunguzi. Avec lui, nous avons abordé la question de l'impact socio-économique de l'état des sièges décrété en province de l'Ituri et celle du Nord Kivu. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur vos antennes. Je vous retrouve très prochainement au prochain numéro. Au revoir.